Monsieur Verjus, Je suis ravi d'aller faire une promenade. tu connais un petit peu le concept ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah oui, bah, très bien. Ouais, ouais. Alors, le concept est très simple. Tu vas répondre simplement à des questions que tu vas découvrir devant toi, D'accord. dans la boîte à gants. Ah oui, Donc pour ouvrir la boîte à gants, tu vas voir, il y a un petit bouton ici. c'est dingue. Voilà. Alors, nous avons une question de Hugues, Paris 11. Votre restaurant s'appelle sobrement Table. Pourquoi avoir choisi un nom aussi simpliste? L'intéressante cette question, parce que si on l'analyse simpliste, il y a un côté un peu péjoratif. Moi, j'aurais dit un nom aussi simple. Je crois que j'ai choisi un nom Table pour deux raisons. La première, c'est que Hugues, vous n'êtes jamais venu chez moi, probablement, sinon vous n'auriez pas posé la question. En fait, c'est une seule et même table qui se déroule comme ça, comme un grand drapé d'étain, fait par Monsieur Château, qui est le dernier maître estaignier français, et qui vient envelopper la cuisine. Comme on voit aussi la préparation, parce que la cuisine est ouverte, C'est ouvert, ouais. qu'on fait la cuisine à l'instant où on va la manger. Pour moi, c'est important. Je travaille sur les énergies des produits, sur l'énergie du vivant, et aussi sur l'énergie de mes convives, parce que ça me permet de leur faire des plats très personnels et qui correspondent vraiment aux instants qu'ils vivent autour de la table. Oh, elle est très courte celle-là. Laurent, Paris 12. Est-ce que c'est le produit qui fait le plat ou bien le plat qui fait le produit? Bah, c'est les deux, hein. La grande histoire de la haute gastronomie française considère que sans produit, il n'y a pas de cuisine, ce qui me paraît évident, et contrairement à ce qu'a essayé de nous faire croire l'agro-industrie, moi je suis finalement un tailleur de diamants. Ça veut dire que j'essaie de trouver des diamants qui ne sont peut-être pas forcément visibles, qui sont encore dans leur gang. Et mon métier de chef, c'est de les tailler pour que lorsqu'ils arrivent dans votre assiette, ils scintillent vraiment de toutes leurs facettes. Je crois que chaque produit, chaque ingrédient a une promesse et que le rôle du chef, c'est de savoir la faire se révéler. Une chose qu'on ne sait pas ou que les internautes peut-être ne savent pas, c'est qu'à la base, tu es autodidacte. Ah oui, moi je suis né à la campagne, donc j'ai une éducation du goût. J'ai construit une bibliothèque de goût sur des saveurs à la fois sauvages, parce qu'avec ma grande-tante, on allait ramasser tout un tas de plantes dont on faisait des salades ou qu'on utilisait en aromatique. Moi j'allais traire les vaches, j'allais cueillir des champignons, ramasser des myrtilles, des framboises l'été, ramasser des champignons aussi dans les prés. J'allais braconner des truites, j'allais poser les collets, j'attrapais des lapins, j'avais un jardin, je faisais pousser des légumes. Et ça, j'avais 10 ans, j'étais... voilà, donc à l'époque, j'ai eu de la chance que PlayStation et toutes ces choses-là n'existaient pas. Et donc moi, mes jeux personnels, c'était ça. Donc d'une certaine façon, petit à petit, j'ai construit un rapport au goût, ma bibliothèque de goût, mais j'en étais loin de la construire aussi savamment et en conscience et en connaissance qu'après ma rencontre avec Pierre Hermé, qui est un des hommes qui a un des palais les plus extraordinaires au monde. Donc c'est vrai que ça, je l'ai construit à la fois au fil de mes rencontres, au fil de mes dégustations, au fil de mes lectures et surtout au fil de mes pratiques depuis 5 ans. J'ai été beaucoup critiqué au début parce qu'on ne pouvait pas concevoir qu'un autodidacte puisse avoir de telles prétentions et d'avoir la prétention surtout de la faire de la très haute gastronomie à ma façon. Et j'ai réussi en 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant, à avoir un restaurant où ce que j'ai dans la tête, c'est exactement ce que je mets dans l'assiette, ce qui pour moi est la plus grande des réussites. Et la deuxième réussite, c'est qu'évidemment, les assiettes sont mangées, puisque le restaurant est à peu près complet tout le temps, et donc du coup, ça crée une énergie, une dynamique qui est fantastique. Bertrand, Paris 5. Il me tutoie, Bertrand, mais c'est pas qui c'est, Bertrand, moi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris lorsque tu as découvert le métier de restaurateur? Tu connais pas un Bertrand dans le 5e? Paris 5, un Bertrand, non, si, Non. j'en connais. Ouais, je pense qu'on y a mangé ensemble une fois. D'accord. En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir le métier de restaurateur. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai ouvert Table, j'étais parti pour faire chef de cuisine, mais pas restaurateur. Et j'ai compris instantanément qu'il fallait que j'apprenne les deux en même temps.
Et donc c'est un exercice de schizophrénie totale. Parce que moi j'ai une cuisine qui nécessite quand même d'avoir une immense concentration, de partir dans... Mes assiettes sont quand même des paysages mentaux, mais des vrais paysages, donc ça nécessite d'avoir... voilà, d'être dans un rapport à la beauté. Et puis tu entends, excusez-moi chef, mais les chiottes sont bouchées. Et là tu dis pardon, excusez, c'est quoi? Et ça c'est le métier de restaurateur. Ça veut dire que... Ça te fait remonter vite fait. Ça veut dire que là, d'un seul coup, tu quittes ton apnée magnifique et tu reviens à une réalité un peu nauséabonde. Et évidemment, tous ceux qui ont un restaurant vont se marrer quand je vais dire ça, mais les catastrophes ne surviennent pas le matin à 9h15 quand tout le monde est joignable, etc. Mais tes évacuations de plonge se bouchent à 10h30 quand tu as 45 clients dans le restaurant et que ça tourne à fond. Et là, tu finis de faire la cuisine avec les pieds dans l'eau parce que ça n'évacue plus. Et que tu peux évidemment appeler personne, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai mis 2 ans et demi pour apprendre les 2 métiers. C'était Bertrand des Papilles. Ah, Bertrand des Papilles, on l'aime. Franck, Paris 19, vous êtes à l'origine de la première vente aux enchères de produits de gastronomie qui a eu lieu il y a quelques années. Envisagez-vous à nouveau un projet de ce genre? J'adorerais refaire une vente fine food chez Arcurial, ils me le proposent tous les ans. Ce qui me manque, c'est évidemment pas les producteurs ni l'envie, c'est le temps. Alors, juste dans un bout de chemin ensemble, Oui. on a l'habitude de terminer avec une musique. Ah d'accord, j'ai cru que tu allais m'abandonner dans Paris en disant dans un bout de chemin ensemble, on a l'habitude Voilà, on a d'abandonner le terminé. chef et il rentre à pied chez lui. Ok. C'est quoi, hein? Ah, c'est Manu Chao, c'est ça? Oui. Ah oui. Il est trop mignon, Manu Chao. Putain, je sais pas à quoi ça doit me faire penser. Quand tu partais en vacances avec tes enfants, Et alors? en fait, ton fils, Ouais. Stan, m'a dit en fait que cette chanson, lorsque vous partiez en vacances, c'était une chanson que vous mettiez régulièrement dans la voiture et que vous chantiez ensemble. Alors visiblement, Ah, c'est possible. Mais alors, tu vois, c'est quand mon fils devait être très jeune. Et alors, non, ce qui est intéressant, alors je me souviens pas du tout de ça, Stan, hein, excuse-moi, mais tu sais qu'il y a plein d'autres trucs dont je me souviens pas aussi. Donc, et des fois, c'est mieux, d'ailleurs, tu me le dis toi-même. Mais ce que je sais, c'est que quand on partait en vacances avec Stan, ce qu'on adorait faire, on partait tous les deux en voiture et on mettait la même chanson pendant 3 heures. ah oui. Voilà, c'était un peu ça. Et donc on avait effectivement des trucs récurrents. Et comme j'aime beaucoup Manu Chao, il n'est pas improbable qu'on les mette ensemble. Et à force de l'entendre, on était évidemment capable de la chanter. Mais il est mignon mon petit Stan. C'est chouette. Au revoir. Merci pour ce bout de chemin sous un Paris plein de lumière et vivant.